Gaslighting, 12 phrases typiques d'un pervers narcissique à connaître. Voici pourquoi c'est vital. Selon une étude de l'Université de Cambridge, plus d'une personne sur 3 a déjà été victime de gaslighting dans une relation intime, sans même le savoir. Et le plus terrifiant, dans 70% des cas, les victimes finissent par croire qu'elles sont responsables de ce qu'elles vivent. Elles doutent de leurs propres souvenirs, de leurs émotions, parfois même de leur santé mentale. Le gaslighting n'est pas qu'un mot à la mode, c'est une arme psychologique, une stratégie redoutable qui détruit ton identité de l'intérieur. Et tout commence par des phrases en apparence banales, des phrases comme « tu inventes »,« tu es trop sensible » ou encore « tu interprètes mal ». Ces mots, répétés encore et encore, finissent par brouiller ta perception de la réalité jusqu'à ce que tu n'arrives plus à distinguer le vrai du faux. Une statistique glaçante du Journal of Emotional Abuse révèle que près de 50% des victimes de gaslighting ont envisagé qu'elles souffraient d'une maladie mentale, alors qu'en réalité, elles étaient parfaitement saines d'esprit. Tu vois la gravité? C'est un piège qui ne fait pas que te manipuler. Il te fait croire que tu es brisé. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans 12 phrases typiques d'un pervers narcissique à connaître. Parce qu'une fois que tu sais les reconnaître, tu reprends ton pouvoir. Tu ne les entends plus comme des vérités, mais comme des alarmes. Alors si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage-la, écris « merci » en commentaire ou abonne-toi. Ça peut paraître simple, mais c'est déjà un acte de reprise de contrôle. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Et c'est là que tout commence. Quand quelqu'un manipule tes pensées, il change non seulement ta perception, mais aussi ton âme, ton identité, ton être profond. Freud, de son côté, expliquait que la mémoire et la perception ne sont pas de simples enregistrements objectifs, mais des reconstructions. Cela veut dire que si quelqu'un touche à ta perception, il touche à ta vérité. Et c'est précisément ce que fait le gaslighting. Selon une étude publiée dans le Journal of Interpersonal Violence, plus de 37% des personnes ayant vécu une relation toxique déclarent avoir entendu, de manière répétée, des phrases visant à nier leur perception de la réalité. Imagine une scène simple. Tu racontes un souvenir précis, quelque chose que tu as vu ou ressenti, et l'autre te dit « tu inventes ». Ce n'est pas juste une contradiction, c'est une attaque frontale contre ton expérience intime. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce doute qu'on insuffle en toi, cette hésitation à croire ce que tu vois et ce que tu ressens, c'est le premier pas vers ta perte de confiance. Quand tu entends « tu dramatises toujours », on te fait croire que tes émotions sont démesurées, qu'elles ne valent rien. En réalité, les neurosciences ont prouvé que les émotions sont des signaux vitaux, des indicateurs de survie. Les ignorer ou pire, les nier, c'est comme couper l'alarme incendie d'une maison qui brûle. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous refoulons parce que d'autres la jugent ou la rejettent. Le pervers narcissique, en répétant que tu inventes, cherche à projeter son ombre sur toi, à t'éteindre peu à peu. Et plus tu l'écoutes, plus tu deviens étranger à toi-même. Des témoignages de victimes racontent toute la même chose. Au départ, elles se sentaient simplement incomprises, mais avec le temps, elles ont fini par douter de tout, même de leurs souvenirs les plus clairs. C'est une spirale lente, insidieuse. La psychologie moderne explique ce phénomène par le biais cognitif de dissonance cognitive. Quand on te répète que ce que tu as vu n'existe pas, ton cerveau entre en conflit. Il veut faire confiance à tes sens, mais aussi préserver le lien avec cette personne qui nie ta réalité. Résultat, tu choisis souvent de douter de toi-même. C'est humain, c'est mécanique, c'est la preuve que le problème ne vient pas de toi. Une étude de l'université de Stanford a montré que lorsqu'une figure de confiance contredit systématiquement ton expérience, ton cerveau tend à réorganiser ses souvenirs pour réduire l'angoisse du conflit. En clair, tu finis par croire que tu exagères, que tu inventes. Et c'est là que le piège se referme, parce que dès que tu doutes de toi, l'autre a déjà gagné du terrain. Freud appelait ça une attaque narcissique, faire vaciller les bases mêmes de ton identité. Mais il existe une réponse, et même plusieurs. D'abord, comprendre que la réalité n'est pas un consensus imposé, mais une expérience vécue. Marc Aurèle rappelait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. En d'autres termes,
Si tu vis une émotion, elle est réelle, elle est valide. Même si l'autre nie, ton ressenti reste une vérité intérieure. Ensuite, la neuroscience moderne t'apporte une arme supplémentaire. Écrire. Noter les faits, les dates, les détails. Les études montrent que la mémoire écrite reste beaucoup plus stable que la mémoire reconstruite. En gardant un journal, tu crées une encre. Ainsi, quand on te dit « tu inventes », tu peux revenir à tes notes et constater que non, tu n'as pas inventé. C'est une stratégie utilisée en thérapie cognitive pour redonner du pouvoir aux victimes. Une autre piste vient de Viktor Frankl, psychiatre rescapé des camps de concentration, qui disait que la liberté ultime de l'homme est de choisir son attitude face à ce qu'il vit. Quand on te dit « tu dramatises toujours », tu peux apprendre à ne pas réagir sur la défensive, mais à observer, à te demander « pourquoi cette personne a-t-elle besoin de nier ce que je vis ?» Souvent, c'est une projection de sa propre peur, de son incapacité à gérer la réalité. Tu vois, ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. Ce que tu perçois n'est pas un délire. Les philosophes, comme les psychologues, l'ont montré. Douter de toi face à quelqu'un qui nie ta réalité est une réaction normale, presque prévisible. Mais c'est précisément parce que c'est normal qu'il faut apprendre à le reconnaître rapidement. Parce que plus tu attends, plus la toile se resserre. Et c'est là que commence la libération. À partir du moment où tu comprends que tu inventes et tu dramatises toujours, ne sont pas des vérités, mais des armes. Des armes pour te détourner de ton pouvoir intérieur. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux continuer à prêter ta réalité aux mots d'un autre, ou est-ce que tu veux la reprendre pièce par pièce? Carl Jung affirmait que « celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Mais comment s'éveiller quand quelqu'un sème volontairement le doute dans ta mémoire, au point de brouiller la frontière entre ce que tu as vécu et ce que tu crois avoir inventé? Freud expliquait déjà que la mémoire n'est pas une archive parfaite, mais une construction fragile. Les chercheurs modernes le confirment. Selon une étude de l'université d'Harvard, près de 40% des souvenirs humains sont partiellement réinventés avec le temps. Tu comprends alors le danger. Quand une personne malveillante te répète sans cesse « tu oublies ce que tu dis toi-même », elle exploite cette faille naturelle. Elle utilise la fragilité de la mémoire pour prendre le contrôle de ton esprit. Tu as peut-être déjà vécu cette scène. Tu affirmes quelque chose avec certitude, mais l'autre réplique calmement, presque avec pitié. Tu es trop sensible. D'un coup, ce n'est plus la réalité qui est remise en cause, mais ta capacité à réagir, ton droit même de ressentir. Sénèque écrivait que ce n'est pas parce que tu souffres que tu es faible, mais parce que tu es vivant. Pourtant, dans la bouche d'un manipulateur, ta sensibilité devient une arme contre toi. Tu es étiqueté comme fragile, dramatique, incapable de juger par toi-même. Peu à peu, tu commences à douter de tes réactions les plus naturelles. Les neurosciences sociales démontrent que notre cerveau est câblé pour rechercher l'approbation. Les expériences de Solomon Asch, dans les années 1950, ont révélé qu'un individu sur 3 accepte de nier une évidence visuelle simplement pour rester en accord avec un groupe. Imagine ce que produit ce mécanisme lorsqu'il est concentré dans une seule relation intime. Quand ton partenaire ou ton supérieur répète que tu as mal entendu, mal interprété ou pire que tu inventes, ton cerveau finit par céder. Tu choisis l'illusion pour ne pas perdre le lien. Épictète, lui, rappelait une chose essentielle. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Si tu prends conscience que ton trouble ne vient pas de ton incapacité à te souvenir, mais de l'attaque délibérée de l'autre sur ton souvenir, tu regagnes un terrain immense. C'est comme un voile qui tombe. Tu comprends que ton problème n'est pas ta mémoire, mais l'intention manipulatrice derrière cette phrase. Tu oublies ce que tu dis toi-même. Des témoignages de victimes de gaslighting racontent toute la même mécanique. Au départ, elles croyaient à de simples malentendus. Puis, progressivement, elles se sont surprises à noter des détails pour ne pas les oublier. Ce réflexe n'est pas une folie, c'est une stratégie de survie. Les psychologues recommandent d'ailleurs d'utiliser ce qu'on appelle des encres mnésiques. Écrire les faits, enregistrer des conversations quand c'est légal, demander des confirmations écrites, non pas pour se justifier, mais pour garder une trace objective, parce que le manipulateur ne peut pas effacer ce qui est consigné noir sur blanc. Freud observait que le doute constant infligé par autrui
agit comme une névrose transférée. Tu finis par porter les symptômes d'une folie qui n'est pas la tienne. C'est exactement ce qui se joue ici. Quand tu entends « tu es trop sensible », tu deviens l'ombre de toi-même, comme si ressentir devenait une faute. Mais en réalité, les recherches sur l'intelligence émotionnelle montrent l'inverse. Les personnes considérées comme sensibles possèdent souvent une empathie plus élevée, une capacité de lecture fine des émotions d'autrui qui les rend non pas faibles mais puissantes. Carl Rogers, pionnier de la psychologie humaniste, affirmait même que la sensibilité est la clé de la compréhension profonde de l'autre, ce qui veut dire que ta prétendue faiblesse est en fait une force que l'autre cherche à étouffer. Il existe plusieurs réponses à ce piège. La première est philosophique, se rappeler que ton ressenti est une boussole, pas un défaut. La deuxième est psychologique, t'entourer de témoins fiables, des amis, des proches, des thérapeutes, qui deviennent comme des miroirs externes. Quand tu doutes de ta mémoire, ils t'aident à vérifier la réalité. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes entourées d'un réseau social solide sont 60% moins vulnérables aux manipulations psychologiques, car elles disposent de plusieurs repères de validation. Enfin, la troisième réponse est pratique. Créer des rituels d'auto-ancrage. Écrire chaque soir 3 faits de ta journée sans interprétation, simplement factuels. Ainsi, quand l'autre te dira « tu oublies », tu auras la preuve tangible que ta mémoire est intacte. Le gaslighting fonctionne parce qu'il s'appuie sur des mécanismes humains réels. La mémoire imparfaite, le besoin de validation, la peur de perdre un lien. Mais comprendre ces mécanismes, c'est briser l'illusion. Tu n'es pas trop sensible, tu es attentif. Tu n'oublies pas ce que tu dis, tu refuses qu'on efface ta parole. Et plus tu prends conscience de cette vérité, plus le pouvoir de l'autre s'effrite. Comme le disait Marc Aurèle, « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Et si ce n'est pas ton oubli, alors ce n'est pas ton fardeau. » Friedrich Nietzsche disait, « La culpabilité est le poison le plus subtil. » Et il avait raison. La culpabilité est une arme invisible, mais redoutable, parce qu'elle agit dans l'ombre. Elle ne t'attaque pas frontalement comme une insulte ou une critique violente. Elle s'infiltre doucement par des phrases apparemment simples, mais lourdes de conséquences. Si tu m'aimais vraiment, tu ne dirais pas ça. Tu reconnais cette phrase. Elle semble être un reproche amoureux, mais en réalité, c'est un piège sophistiqué, car elle associe ton besoin légitime d'exprimer un malaise à une trahison affective. Elle transforme ta voix en preuve de ton manque d'amour. Une étude menée par l'Université de Cambridge a révélé que la culpabilité artificiellement induite dans une relation intime augmente de 45% la dépendance émotionnelle de la victime. En clair, plus on te fait sentir coupable, plus tu cherches à réparer, à compenser, à prouver que tu n'as pas failli. Et pendant ce temps, l'autre accumule du pouvoir sur toi. Freud appelait cela le surmoi tyrannique. Cette voix intérieure qui, alimentée par les critiques extérieures, devient un juge impitoyable. La culpabilisation fonctionne parce qu'elle touche directement le cœur, notre besoin d'être aimé, reconnu, validé. Carl Jung rappelait que, là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir, et là où le pouvoir domine, il n'y a pas d'amour. Quand tu entends « si tu m'aimais vraiment », ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est une tentative de domination. On te force à choisir entre ton authenticité et le lien affectif. Et le plus cruel, c'est que la plupart du temps, tu choisis le lien, parce que perdre l'autre semble plus douloureux que te perdre toi-même. Puis vient l'autre phrase plus brutale, « tu me rends fou » ou « tu me rends folle ». Là encore, on renverse les rôles. Tu exprimes un fait, une émotion, et soudain, c'est toi qui deviens responsable de l'état émotionnel de l'autre. Tu n'es plus un individu, mais un déclencheur. Or, les neurosciences démontrent que chaque être humain reste le seul maître de ses réactions émotionnelles. Les travaux de Joseph Ledoux, spécialiste des émotions, montrent que les circuits de la peur, de la colère ou de l'anxiété sont activés par des stimuli, mais modulés par des filtres cognitifs propres à chaque individu. Cela signifie une chose claire, tu ne rends personne fou, tu ne contrôles pas son système nerveux. Quand on te le fait croire, c'est de la manipulation pure. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insistait sur l'importance de ne pas se laisser accuser injustement de fautes qui ne sont pas les nôtres. Il écrivait « Ce n'est pas l'accusation qui fait le coupable, mais le fait.
Autrement dit, tu n'es pas coupable parce que quelqu'un le dit, tu ne l'es que si tu as réellement commis une faute. Et là se trouve la faille du gaslighting. Il crée une culpabilité sans faute réelle. Des témoignages de victimes racontent ce cercle vicieux. Elles s'excusaient sans cesse pour des choses banales, pour des mots qu'elles n'auraient jamais dû regretter. Certaines disaient même s'excuser de pleurer. C'est exactement le but du pervers narcissique, te faire porter un sac de fautes imaginaires jusqu'à ce que tu plies sous le poids. Et quand tu plies, il gagne encore plus de contrôle. Mais il existe plusieurs réponses, et elles commencent par un changement de perspective. La psychologie cognitive recommande de se poser une question simple quand on ressent de la culpabilité. Quelle règle ai-je transgressée? Si la réponse est floue, ou si la seule faute est d'avoir exprimé une émotion ou un désaccord, alors la culpabilité est artificielle. Elle ne t'appartient pas. C'est une stratégie que des thérapeutes comme Aaron Beck, fondateur de la thérapie cognitive, enseignaient pour déconstruire les schémas toxiques. La deuxième réponse est philosophique. Épictète affirmait que « nul ne peut nuire à ton âme sans ton consentement ». Comprends bien, si on te dit que tu rends l'autre fou, ce n'est pas ta responsabilité, mais la sienne. Tu n'as pas à porter ce fardeau. Ce que tu ressens, ce que tu exprimes, n'est pas une arme, c'est une vérité. Et si cette vérité dérange, ce n'est pas une preuve que tu manques d'amour, mais une preuve que l'autre refuse de l'entendre. Enfin, la réponse la plus puissante vient de la pratique de l'autocompassion. Christine Neff, chercheuse en psychologie, a démontré que les personnes capables de se traiter avec bienveillance face à leurs erreurs développent une résilience bien supérieure. Quand tu te surprends à dire « je suis désolé », demande-toi « si un ami vivait la même situation, est-ce que je le blâmerais ?» La plupart du temps, la réponse sera non. Ce simple exercice brise le cycle de la culpabilisation et te redonne ton humanité. Le gaslighting par la culpabilité est l'un des pièges les plus corrosifs, parce qu'il s'attaque à ta valeur la plus intime, ta capacité à aimer et à être aimé. Mais n'oublie jamais que l'amour vrai ne se prouve pas par la soumission, mais par la liberté. Et que si quelqu'un te répète « si tu m'aimais vraiment », c'est qu'il cherche à acheter ton silence, pas à nourrir ton cœur. Aristote disait que l'homme est un animal social. Notre cerveau est façonné pour vivre dans le lien, dans l'échange, dans le regard de l'autre. Les neurosciences l'ont confirmé. Les zones cérébrales activées par l'exclusion sociale sont les mêmes que celles activées par la douleur physique. Autrement dit, être isolé, c'est souffrir réellement, au même titre qu'une blessure. Et c'est précisément cette vérité que les manipulateurs exploitent avec une précision redoutable. Quand on te dit « tes amis sont jaloux » ou encore « ta famille ne comprend pas notre relation », ce n'est pas une simple remarque, c'est une stratégie. Le but est de couper un à un tes repères extérieurs, de t'éloigner de ceux qui pourraient te rappeler qui tu es vraiment. Carl Jung expliquait que « celui qui regarde seul à travers ses propres yeux est aveugle, mais celui qui accepte le reflet de l'autre apprend à se voir. » Le pervers narcissique le sait. Tant que tu es entouré, tu peux comparer, tu peux douter de lui. Alors, il te coupe de tes miroirs. Une étude menée par l'Université de Stockholm sur les relations toxiques a montré que l'isolement est présent dans 85% des cas de gaslighting sévère. Les victimes rapportaient toutes le même scénario. Au départ, des petites phrases insinuantes, des doutes semés subtilement. Pourquoi tu passes autant de temps avec eux? Tu sais, ils ne veulent pas ton bien. Puis avec le temps, un fossé se creuse. Moins de sorties, moins d'appels, et finalement une bulle où il ne reste que le manipulateur. Marc Aurèle écrivait « La solitude n'est pas d'être seul, mais d'être sans vérité. » Et c'est exactement ce qui se produit. Quand on t'éloigne de tes amis ou de ta famille, ce n'est pas seulement ton entourage qu'on te retire, c'est aussi la vérité que ces personnes détiennent sur toi. Elles se rappellent de ton énergie, de ton sourire, de ta valeur. En les perdant, tu perds ton reflet. Tu deviens dépendant du seul regard qui reste, celui du manipulateur. Freud parlait de transfert d'autorité pour décrire ce mécanisme. Tu passes de plusieurs points de validation externe à un seul. Et quand cette unique autorité est toxique, tu es piégé. Mais tu dois comprendre une chose. Ce processus n'est pas une preuve que tes proches sont jaloux ou incompréhensifs. C'est une tactique utilisée depuis toujours par ceux qui veulent dominer.
Même les régimes totalitaires ont toujours cherché à isoler les individus pour mieux les contrôler. L'isolement, qu'il soit politique ou intime, reste l'arme la plus efficace. Les neurosciences sociales apportent une clé essentielle. Elles démontrent que les interactions positives avec les proches libèrent de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui agit comme un antidote naturel au stress et à l'anxiété. Quand le manipulateur t'éloigne de ta famille ou de tes amis, il coupe aussi ton accès à cette ressource biologique. Résultat, ton niveau de cortisol, l'hormone du stress, augmente. Tu deviens plus fragile, plus dépendant, plus malléable. Ce n'est donc pas seulement psychologique, c'est chimique. Mais il existe plusieurs réponses à ce piège invisible. La première est philosophique. Épictète rappelait que l'homme libre est celui qui vit selon sa propre nature, et non selon les chaînes imposées par autrui. Même si on tente de t'isoler, tu peux préserver intérieurement la conscience de ta valeur. La deuxième est psychologique. Multiplier les repères extérieurs, même discrets. Parler à un ami de confiance, garder des échanges réguliers, même courts, peut suffire à briser l'isolement. Une étude publiée dans Psychological Science a montré que des interactions sociales positives, même de quelques minutes par jour, suffisent à réduire le sentiment d'isolement de manière significative. Enfin, la troisième réponse est spirituelle. Comprendre que l'isolement imposé n'est pas une solitude choisie. Sénèque disait que la solitude choisie est liberté, la solitude imposée est prison. Quand tu ressens cet isolement, rappelle-toi que ce n'est pas un choix, mais une contrainte, et tout ce qui est contraint peut être défait. Des témoignages de victimes montrent qu'un simple retour vers un proche, une conversation sincère, a parfois suffi à fissurer la bulle. Un manipulateur perd son pouvoir dès qu'il n'est plus la seule voix dans ta vie. C'est pourquoi il combattra toujours tes liens. Mais en reprenant contact, même timidement, tu réintroduis de la lumière dans l'ombre. Alors, la prochaine fois que tu entends « tes amis sont jaloux » ou « ta famille ne comprend pas notre relation », ne prends pas ces phrases comme des vérités. Prends-les comme des alarmes. Elles ne disent pas quelque chose sur eux, elles disent quelque chose sur lui. Et plus vite tu entends ce signal, plus vite tu sauves tes repères, et avec eux, ta liberté. Platon disait déjà dans La République que ceux qui détiennent le pouvoir sont ceux qui façonnent la vérité. Le gaslighting, dans son essence la plus sombre, fonctionne exactement ainsi. Il transforme la vérité en matière malléable, modelée au profit de celui qui manipule. Tu dis une chose, tu observes un fait, mais aussitôt, une voix l'écrase avec une phrase simple. Tu interprètes mal. Soudain, la réalité que tu croyais solide devient floue. Tes mots sont retournés, tes perceptions réduites à de simples malentendus. Et si tu insistes, vient l'autre coup fatal. Tu as un problème. Pas moi. Freud avait remarqué que dans de nombreux cas de névrose, le patient portait des charges émotionnelles qui ne lui appartenaient pas, mais qui avaient été projetées sur lui par une figure dominante. C'est exactement ce qui se joue ici. Une projection massive. Le manipulateur déverse ses incohérences, ses contradictions, ses colères et les redirige vers toi. Comme un miroir inversé, tu finis par croire que c'est toi qui es défaillant, toi qui as besoin d'aide. Les chiffres sont alarmants. Selon une étude publiée dans le Journal of Emotional Abuse, 70% des victimes de gaslighting déclarent avoir douté d'elles-mêmes, au point de chercher un diagnostic psychiatrique, alors qu'elles ne souffraient d'aucun trouble avant la relation. C'est dire à quel point cette distorsion du réel peut briser une identité. Carl Jung, avec son concept de projection, décrivait déjà ce mécanisme. L'autre refuse de voir sa propre folie, alors il te la colle sur la peau. Et toi, parce que tu veux comprendre, parce que tu veux sauver le lien, tu acceptes ce rôle. Tu te demandes, est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que je suis malade? Pendant que tu doutes, lui se renforce. Mais la vérité est autre. Les neurosciences démontrent que la réalité perçue est une construction collective. Antonio Damasio, grand neuroscientifique, explique que nos émotions, nos sensations et nos souvenirs se combinent pour créer ce qu'il appelle la carte du réel. Quand quelqu'un te dit « tu interprètes mal », il tente de détruire cette carte pour t'imposer la sienne. Le problème, cette carte n'est pas faite pour toi, elle est faite pour le servir lui. Des témoignages réels illustrent parfaitement cette mécanique. Une femme raconte qu'après des mois à entendre « tu as un problème »,
Elle avait fini par consulter 3 thérapeutes différents. Aucun n'avait détecté de troubles majeurs, mais elle se sentait toujours cassée, parce que l'idée avait été implantée profondément. Comme un virus informatique dans un système, la phrase répétée avait réécrit son code intérieur. Sénèque, encore une fois, nous offre une clé précieuse. Ce n'est pas parce qu'une chose est dite qu'elle est vraie, ni parce qu'elle est crue qu'elle devient juste. Quand tu entends « tu interprètes mal », rappelle-toi que ce n'est pas une vérité, c'est une arme. Elle ne vise pas à corriger ton interprétation, mais à invalider ta capacité d'interpréter. C'est une attaque directe contre ton autonomie intellectuelle. Alors comment répondre? La psychologie moderne propose plusieurs pistes. La première est la validation externe, confronter les faits à une réalité partagée. Si tu racontes un événement et qu'on te répond que tu l'as mal interprété, tu peux vérifier auprès d'un tiers neutre. Les études montrent que cette simple comparaison réduit de moitié l'impact du gaslighting, car elle redonne une ancre stable à ta mémoire. La deuxième est philosophique. Épictète insistait sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ta perception, tes émotions, tes pensées, voilà ce qui t'appartient. L'opinion de l'autre, son jugement, son rejet, cela ne dépend pas de toi. Quand tu entends « tu as un problème », demande-toi « est-ce une observation objective ou une projection qui ne m'appartient pas ?» Le simple fait de poser la question réintroduit une distance et donc une liberté. Enfin, la troisième réponse est neuroscientifique. Entraîner son cerveau à renforcer la confiance interne. Les recherches en psychologie cognitive montrent que pratiquer régulièrement des exercices de pleine conscience améliore la cohérence entre perception et mémoire. En d'autres termes, méditer, observer tes sensations sans jugement, c'est comme recalibrer ta boussole intérieure. Ainsi, quand on te dit « tu interprètes mal », tu as une base plus solide pour dire « non, je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti ». Le gaslighting transforme ton quotidien en champ de distorsion, où chaque mot devient suspect, où chaque souvenir vacille. Mais rappelle-toi, si l'autre a besoin de répéter « tu as un problème », c'est souvent parce qu'il fuit le sien. Et si tu veux un repère solide dans cette tempête, souviens-toi de cette phrase de Marc Aurèle. « La vérité ne perd jamais sa force, même si personne ne la croit. » Marc Aurèle écrivait « La force d'un homme réside dans sa capacité à vivre en accord avec lui-même. » Et c'est exactement là où le gaslighting tente de t'attaquer, dans ta capacité à croire en ta propre force. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase « Je dis ça pour ton bien ». Elle sonne douce, presque bienveillante, mais si tu l'écoutes attentivement, tu sens le piège. Car ce qui suit n'est jamais neutre. C'est souvent une critique, une remise en cause, une négation de ton vécu. C'est une manière subtile de travestir le poison en remède. Une étude publiée dans le Journal of Psychological Manipulation a montré que 62% des victimes de gaslighting reconnaissaient cette stratégie. Recevoir des phrases formulées comme des conseils ou des gestes de protection, mais qui en réalité servaient à les affaiblir. La personne toxique se place en guide, en protecteur, et toi, peu à peu, tu perds confiance en ton propre jugement. Puis vient la seconde phrase, plus violente. Tu es trop fragile pour affronter la réalité. Elle agit comme une condamnation. Elle t'étiquette, te met dans une case étroite, celle de la faiblesse. Or, les recherches en neurosciences montrent que la perception de soi influence directement la résilience. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a révélé que les individus étiquetés comme fragiles par leur entourage développaient 35% plus de symptômes anxieux que ceux perçus comme résistants, même si les conditions de vie étaient identiques. En clair, quand on t'assigne la fragilité, ton cerveau peut finir par y croire et ton corps par l'incarner. Freud décrivait ce mécanisme comme une prophétie imposée. Tu finis par te conformer à l'image que l'autre projette sur toi. Mais là encore, il existe une issue. D'abord, en déconstruisant le masque de la bienveillance manipulatrice. Quand quelqu'un dit « je dis ça pour ton bien », pose-toi cette question. Est-ce que cette phrase me renforce ou m'affaiblit? Un vrai conseil, un vrai amour devrait t'élever, pas t'éteindre. Sénèque le disait, l'ami véritable ne flatte pas, mais il ne détruit pas non plus. La différence est claire. La critique constructive t'aide à grandir. La critique toxique t'empêche de marcher. Ensuite, il y a la réponse psychologique. Carl Rogers, père de la psychologie humaniste, affirmait que chaque individu possède en lui une tendance naturelle à l'actualisation, c'est-à-dire à grandir, à se développer, à s'épanouir.
Quand quelqu'un te dit que tu es trop fragile, il nie cette force fondamentale qui est en toi. Or, la science prouve que nous avons tous cette capacité d'adaptation. Des rescapés de traumatismes lourds, étudiés par Viktor Frankl après la Seconde Guerre mondiale, témoignaient que même dans les pires conditions, l'homme peut trouver en lui une dignité, une résilience. Si eux l'ont trouvé, pourquoi pas toi? Le stoïcisme nous apporte une clé supplémentaire. Épictète disait « Ce ne sont pas les chaînes extérieures qui nous lient, mais celles que nous acceptons à l'intérieur. » La phrase « Tu es trop fragile » n'a de pouvoir que si tu la crois. Si tu la refuses, elle s'éteint. Tu redeviens maître de ton propre récit. Mais comment concrètement reprendre ton pouvoir? D'abord par la vérité objective. Les thérapeutes recommandent un exercice simple. Écrire 3 preuves de ta force chaque jour, peu importe leur taille. Avoir dit non à une demande injuste, avoir osé exprimer une émotion, avoir survécu à une situation difficile. Ces preuves, accumulées, reconstruisent ton identité. Elles deviennent un antidote direct aux phrases qui veulent t'étiqueter. Ensuite, par le corps. Les neurosciences démontrent que la posture influence la perception de soi. Amy Cuddy, chercheuse à Harvard, a prouvé que se tenir debout, droit, la tête relevée pendant 2 minutes, augmente le taux de testostérone, l'hormone de la confiance, et réduit celui de cortisol, l'hormone du stress. En d'autres termes, ton corps peut rappeler à ton esprit que tu n'es pas fragile mais solide. Enfin, par la philosophie de l'action. Marc Aurèle, face aux crises de l'Empire, répétait que ce qui compte n'est pas l'opinion des autres, mais l'action juste. Agis comme si tu avais déjà en toi tout ce qu'il faut pour être invincible. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu détruis le mensonge du manipulateur. Alors quand tu entends « je dis ça pour ton bien », rappelle-toi que ton bien ne dépend pas de ces mots, mais de tes choix. Et quand on te dit « tu es trop fragile », regarde ton histoire, tes cicatrices, les tempêtes que tu as traversées. Si tu étais fragile, tu ne serais pas encore là. La vérité, c'est que tu es déjà plus fort que tu ne le crois. Et reprendre ton pouvoir, c'est comprendre que ces phrases ne sont pas des vérités, mais des chaînes invisibles, et que tu as toujours la clé.